Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Très bonne année 2019 à vous tous. Bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, nous évoquons la République démocratique du Congo, les résultats de la présidentielle du 30 décembre dernier qui se font toujours attendre, les suspicions de fraude, les interférences aussi et ce sentiment vu d'Europe, ce sentiment général d'une possible crise post-électorale qui poindrait à l'horizon. Robert Congo, bonsoir. Bonsoir, Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes le correspondant en France du quotidien Le Potentiel. D'abord, pour que nos téléspectateurs connaissent au moins votre quotidien, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, Le Potentiel est un quotidien d'information générale qui est édité à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Oui. Et voilà, c'est le premier quotidien. Ce n'est pas me vanter de dire que c'est le premier quotidien congolais. Tous les lecteurs ne sont pas d'accord pour dire si c'est Le Potentiel ou un autre qui sont... Les lecteurs le savent. C'est le plus lu en tout cas. C'est le plus lu en tout cas. C'est le plus lu. J'ai cru comprendre que c'était un quotidien qui était proche de l'opposition. Non, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire, on parle de faits. Oui. On fait du journalisme au potentiel, on parle de faits, c'est-à-dire on essaie d'analyser. Ce n'est pas parce qu'on est de l'opposition ou on est de la majorité. On essaie d'analyser simplement les faits, que les faits. On n'est pas de l'opposition, on n'est pas de la majorité, on est des journalistes. Ces dernières semaines, à la une du potentiel, en tout cas dans la période électorale, le potentiel a beaucoup parlé d'un candidat. Et c'est un candidat dont on n'ose pas parler beaucoup en ce moment, Martin Fayulu. Est-ce que vous avez des accointances avec Martin Fayulu par exemple? Non. Pour que je sois sûr que je ne parle pas à un partisan de Fayulu. Non. Il n'y a pas question d'acquaintance. Et quand on est journaliste, même si nous sommes des amis, mais ça n'a rien à voir avec mon métier de journaliste. Il y a quand même une certaine déontologie à respecter. On est amis, oui, mais dans le métier de journaliste, on n'est pas amis. Voilà. Mais Fayulu n'a pas des acquaintances avec le potentiel, ça non. Oui, pas du tout. Non. Très bien. On va parler de votre pays. La République démocratique du Congo, c'est un pays que vous connaissez parfaitement. Le marigot politique, vous le maîtrisez parfaitement. Est-ce que quelqu'un sait d'abord quand est-ce que les résultats seront proclamés? Personne ne le sait. On a attendu le dimanche 6 janvier dernier. Il n'y a pas eu de résultats. On nous a dit peut-être mercredi, demain, mais je ne pense pas. Et quand nul ne sait quand est-ce que ces résultats seront publiés. Et pourquoi ces résultats, la proclamation, ne serait-ce que des résultats provisoires, traînent comme ça, à votre avis? Moi, je pense que c'est dû à l'échec cuisant que la majorité au pouvoir a vécu. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Ils ont peur. Peur de quoi? Je n'en sais rien. Maintenant, il faut leur poser la question. Parce que si Chadari, qui est leur candidat, avait gagné ces élections, enfin, en parlant de l'élection présidentielle, on aurait déjà eu ces résultats. Ils auraient déjà publié les résultats. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Quand vous dites l'échec cuisant, je pensais à l'échec de l'organisation de l'élection. Non, vous pensez au résultat. D'après ce qu'on sait. C'est un secret des polichinelles. On ne va pas se baser sur les rumeurs, sur les réseaux sociaux pour dire que moi, je fais confiance à la Senko. La Senko n'est pas un organe. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Mais est-il que la Senko a eu au moins 40 000 observateurs dans tous les bureaux et dans tous les centres. 40 000 dans tous les centres du pays. Ben, vous voyez un peu ce que ça fait. Et puis, qui peut douter de la sincérité de la conférence épiscopale nationale du Congo? Robert Congo, on va essayer d'aider nos téléspectateurs à comprendre ce qui se passe, d'accord? La République démocratique du Congo est dans une situation complexe. Depuis 2016, on aurait dû donc élire un nouveau président. Et pendant 2 ans, cela n'a pas été possible pour des tas de raisons. On ne va pas revenir là-dessus. Finalement, les élections ont eu lieu le 30 décembre 2018. Et ces élections se sont cristallisées sur 3 candidats. D'un côté, il y a le candidat de l'Amouka, Martin Fayulu. Il y a le candidat du FCC, qui est donc le candidat du pouvoir, le dauphin, M. Chadari. Et puis, il y a Félix Tshisekedi, qui a formé un ticket. Duo avec... M. Kamere. Avec Vital Kamere. Et à partir de ce moment-là, on attendait donc, après le résultat, l'élection, que
les résultats, ne serait-ce que provisoires, ne soient donnés dans le cadre au moins de la présidentielle. Sauf que cela aurait dû être donné, vous le disiez tout à l'heure, le 6 janvier dernier. La Commission électorale nationale indépendante évoque des difficultés sur le terrain pour collecter les résultats. Quelles sont ces difficultés auxquelles ils peuvent ou ils sont confrontés, à votre avis? Moi, à votre place, je dirais d'abord, comment est-ce possible qu'on ait organisé des élections, on n'a pas le taux de participation jusqu'à ce jour? Ça, c'est déjà la première chose. Ils vont nous parler de toutes ces difficultés que M. Nanga est en train d'évoquer. Voilà, la compilation, il y a le procès-verbaux qui ne monte pas. Entre-temps, on a coupé l'Internet. Comment voulez-vous avoir de bons résultats si vous avez tout coupé? Mais les résultats ne sont pas transmis par Internet. Vous le savez, ça. La Commission électorale nationale indépendante dit qu'elle ne compile pas les résultats par la transmission électronique, qu'elle fait un décompte manuel. Ben c'est ce qu'elle dit, la CNI. C'est ça ce qu'elle dit. Mais on attend. Mais moi, je pense, franchement, ça n'engage que moi. Moi, je pense qu'ils sont prêts pour publier ces résultats. Mais il y a quelque chose qui bloque. Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui peut bloquer? Mais parce que maintenant, il faut trouver... Comme je le disais tantôt, il y a leur candidat qui n'a pas su justement gagner ces élections. Et maintenant, il faut trouver peut-être une pièce de réchange. Vous pensez carrément que M. Shadary ne serait pas le candidat élu, par exemple? J'en suis persuadé. Qu'est-ce qui peut vous donner autant de conviction? J'en suis persuadé, avec toutes les remontées qu'on a maintenant. On ne parle pas des rumeurs, on ne parle pas des réseaux sociaux, des WhatsApp et consorts. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut voir, quand tout le monde en parle, quand par exemple la Cinco a diffusé justement cette information-là, moi je ne pense pas que la conférence épiscopale peut s'hasarder à publier des choses comme ça, parce que nous les avons tous. De quoi vous parlez pour que les gens comprennent? En fait, le secrétaire général de la Cinco, le porte-parole de la Cinco est venu et dit « Nous demandons à la Commission électorale nationale indépendante de publier la vérité des urnes parce que nous connaissons le nom du vainqueur. » Du vainqueur, mais ils n'ont pas donné le nom du vainqueur. Oui, très bien. Ils n'ont cité personne. Voilà. Mais à notre connaissance, le vainqueur est un des membres de l'opposition. Si ce n'est pas M. Fayoulou, alors c'est M. Tshisekedi. Monsieur Congo, j'ai envie de vous demander, pardonnez-moi l'expression, ce n'est ni contre vous, ni pour manquer de respect à nos téléspectateurs, de quoi je me mêle? Pourquoi la Cinco, qui est un organe mais complètement en dehors de la vie politique de votre pays, se mêle-t-elle de la publication des résultats? Mais vous n'êtes pas sans ignorer, M. Ahmed, que la Cinco fait partie de la société civile. Et que la société civile sont des observateurs. Lorsqu'il y a eu organisation, enfin, lorsqu'ils ont projeté d'organiser ces élections, il y a eu des demandes d'observateurs qui ont fait leurs demandes, notamment la Cinco, en tant que membre de la société civile. Un. Et de deux, la Cinco, ce sont des évêques de l'Église. Le rôle de l'Église, nous le savons. L'Église, c'est une sentinelle aussi de la société. Il veille sur le bien-être de la société, mais c'est normal qu'il s'intéresse à la politique. Parce que, M. Ahmed, n'oubliez pas que la politique, c'est le problème de tout le monde. Et le problème de tout le monde, c'est la politique. On ne peut pas dire parce que je suis prêtre que je ne suis plus citoyen congolais. On est quand même troublé de voir que des prêtres, des évêques dans votre pays prennent la place d'une commission qui est chargée d'organiser et de proclamer les résultats. Vous comprenez notre trouble? Mais moi, je ne peux pas être troublé par ça. Parce que ça a toujours été comme ça. En 2011, mais pourquoi ils n'ont pas fait le problème à la Cinco en 2011? Pourquoi ils le font maintenant? Pourquoi ils le font maintenant? En 2011, la Cinco, il n'y avait pas de souci. Mais en 2018, il y a un problème avec la Cinco? Mais la Cinco a toujours participé comme observatrice de ces élections. Mais quand la Cinco vient et dit « nous connaissons le nom du vainqueur », ça nous trouble, nous, dans les médias occidentaux, parce qu'on se dit « si vous connaissez, d'abord, êtes-vous légitime pour venir dire ça ?» Ce n'est pas rajouter de l'huile sur le feu, ça. La Cinco n'a pas donné de nom. Oui, mais même s'ils ne disent pas ça, cette phrase, cette déclaration... Par rapport aux résultats, mais par rapport aux résultats qu'ils ont, ils disent « nous connaissons le nom du gagnant ». Comment est-ce possible que des prêtres puissent avoir des résultats alors que la commission qui est chargée d'organiser cette élection dit qu'elle n'est qu'à 52% du dépouillement? On est très troublés. C'est pour ça que je vous en parle. Ça, c'est la CENI qui l'a dit. Qui vous dit qu'ils n'ont pas de résultats?
Qui vous dit qu'ils n'ont pas des résultats? Moi, je pense qu'ils connaissent les résultats. Et même Fayoulou ou Tshisekedi connaissent les résultats. Alors qu'on arrête, franchement, de nous prendre pour des gamins. Oui. Et surtout, ils veulent jouer à ce jeu-là, mais ils le jouent très mal. C'est-à-dire les membres du FCC, là, de la majorité au pouvoir. Ils veulent jouer à ça, mais ils le jouent très mal. Eux, ils le savent. Mais à preuve, on attend les résultats. Vous pensez véritablement que le fait de n'avoir pas publié les résultats, c'est juste parce qu'il y a une idée derrière la tête, au niveau du pouvoir, par exemple? Bien sûr qu'ils ont plusieurs stratégies. Quelle peut être cette idée derrière leur tête? Notamment, trouver un pion d'échange à Chadari, je ne sais pas. Négocier. Voilà, c'est ça le problème. Négocier avec un membre de l'opposition, enfin... En parlant de Tshisekedi ou Fayoulou, négocier avec eux, les gagnants, bon, voilà, parce que leur champion n'a peut-être pas gagné les élections, mais on va négocier avec un membre de l'opposition. Et si ça marche, tant mieux. Mais négocier quoi? Mais justement, c'est la question. C'est la question que... comprend pas. Parce que c'est ça ce qui se parle maintenant. On va négocier quoi après une élection? Parce que si moi, je gagne les élections, je négocie rien du tout. Je négocie rien, puisque je sais que j'ai gagné les élections, ou bien j'attends les résultats. Voilà. Pour faire plus simple, j'attends les résultats, je négocie rien du tout. Ou alors, qu'est-ce qu'il veut faire? S'il ne trouve pas ça, si le pouvoir ne trouve pas justement cette ouverture-là, ils vont peut-être annuler ces élections. Tiens, j'ai une question pour vous. J'ai l'impression qu'une partie de l'opinion se dit le vainqueur est forcément dans le camp de l'opposition. Imaginons le scénario contraire qui va à l'encontre de ce que vous êtes en train de me dire ce soir. C'est-à-dire que la Commission électorale nationale indépendante vient nous dire peut-être mercredi ou jeudi que dans ces compilations, à l'heure où nous parlons, il faut rappeler que l'élection est à un tour dans votre pays et que c'est celui qui a le plus grand nombre de voix qui est élu président de la République et que c'est plutôt M. Chadari, donc le candidat du pouvoir, le dauphin du président Kabila, qui est en tête. Qu'est-ce qui peut arriver? Je ne pense même pas à cette hypothèse. Pourquoi? Parce que vous travaillez, vous, à la CENI? Non, je ne travaille pas à la CENI, mais on a des retombées, on sait ce qui se passe, on a des informations. Si c'est Chadari, c'est ce qu'on va voir. Parce qu'on ne va pas voler au peuple congolais ces élections. Mais si c'est on a volé au peuple congolais en 2006, en 2011, et en 2018. Le peuple congolais de 2006 n'est plus celui de 2018. Et si, par hasard, par hasard, extraordinaire. Si, par exemple, Kabila a forcé les choses et proclamé Kabila n'organise pas les élections. Il est au pouvoir. Mais c'est lui qui est à la manette. Il est en dehors de tout ça. Ne le mêlez pas. Monsieur Ahmed, vous conviendrez avec moi que c'est lui qui tient les rênes. Non, je ne peux pas convenir avec vous. Voilà. Je sais qu'il y a une commission électorale qui organise. Je sais que le président a dit qu'il n'est pas candidat. Et il soutient un candidat, certes, mais ça s'arrête là. En tout cas, officiellement. La première victoire du peuple congolais, Kabila ne s'est pas représenté. Très bien. Deuxième victoire, il y a eu des élections. Oui. La troisième victoire sera la proclamation des résultats. Et ce sera peut-être M. Chadari. Mais proclamer la vérité des urnes. Si c'est M. Chadari, on attend comment le peuple congolais va réagir. Ça, c'est pas moi. Oui, c'est-à-dire, elle pourrait réagir comme on réagit dans un pays où il y a un vainqueur et un vaincu. Mais c'est parce que... Prendre acte de la proclamation du résultat, non? Parce que le peuple congolais ne croit pas à la victoire des Chadari. Voilà la vérité. Ah. Le peuple congolais ne croit pas à la victoire. Mais on a suivi la campagne. On a suivi la campagne. C'est ce qu'a subi Fayoulou. En parlant que de Fayoulou, je ne suis pas membre de la Mouka, mais c'est ce qu'a subi Fayoulou. Aucun des candidats ne l'a subi. Il a été presque interdit partout. Il n'a pas mené campagne comme la Mouka aurait souhaité. Il n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Et l'autre, bien qu'il ait mené campagne, il avait tout. Tous les leviers du pouvoir à Chadari. Mais on a vu, il a été hué partout, jusqu'à demander l'aide de la femme du président. Donc, ça veut tout dire. Et donc, vous êtes en train de me dire qu'il n'est pas possible que la Commission nationale indépendante de votre pays, l'organe officiellement chargé de proclamer les résultats avant la validation par la Cour constitutionnelle de votre pays, vienne nous dire que M. Chadari est le président élu. Vous excluez cette possibilité? Je l'exclus
vraiment, je l'exclus carrément. Ce n'est pas une possibilité. Ce n'est pas une possibilité. Non. Mais quand on sera dans cette possibilité, quand on sera dans cette hypothèse-là, quand on sera dans cette hypothèse-là, adviendra, c'est ce qu'adviendra. Oui. Je pense que le peuple... Qu'est-ce que vous avez derrière la tête? Le peuple tirera les conséquences. C'est au peuple, c'est au peuple qui a voté. C'est à lui de décider. Qu'est-ce qui va se passer après si Chadari était proclamé président de la République? Oui. Le peuple décidera. Mais si Fayoulou ou si M. Tshisekedi aussi était proclamé, c'est pareil, le peuple décidera aussi. On est d'accord? Non, mais c'est pas pareil parce que... Pourquoi? Non, c'est pas pareil parce que si c'est Fayoulou, je commence par Fayoulou, oui. Je ne pense pas que, de toute façon, ça va être la joie. Parce que le peuple attend justement qu'il n'y ait pas d'alternance, mais qu'il y ait une alternative à ce pouvoir. Certainement, ça va faire plaisir au peuple congolais. Si c'est Tshisekedi, certainement, ça va aussi faire plaisir au peuple congolais, parce que c'est que le peuple congolais attend, c'est le départ de M. Kabila du pouvoir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il est toujours là. Oui, il est toujours là jusqu'à ce que le nom de son successeur ne soit connu et validé par la Cour constitutionnelle. Voilà, quand on va arriver au niveau de la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qui va se passer? Point d'interrogation. Ah oui. Si c'est quelqu'un de l'opposition, évidemment, qui est proclamé vainqueur. Oui, si c'est quelqu'un de l'opposition, pourquoi vous dites point d'interrogation? De quoi êtes-vous inquiet au niveau de la Cour constitutionnelle? Je suis inquiet parce que la Cour constitutionnelle est constituée de membres nommés par M. Kabila, nommés par le FCC, et là, je ne fais pas confiance à cette Cour-là. Je ne parle pas en tant que journaliste, là, je parle en tant que Congolais. Oui, citoyen. Donc, je ne peux pas accepter ça, quoi. Pourquoi? C'est parce qu'on sait que s'il faut... Parce que celui qui donne les ordres, c'est le président Kabila qui donne les ordres. Voilà. Le président Kabila, il est tout dans votre pays, finalement. Bien sûr, il est juge constitutionnel, il est président de la CENI, il est président de la République. Est-ce qu'il a respecté un texte? Déjà, la Constitution, il ne la respecte même pas. Tout à l'heure, vous disiez que c'est depuis 2016 qu'on aurait dû avoir ces élections. Oui. Mais ce n'est pas de son fait, vous le savez, on ne va pas refaire l'histoire. Quand on prépare les élections, on le prépare 5 ans. Déjà, quand on entre en fonction, on commence à préparer les élections prochaines. Il y a un budget pour ça, voté par l'Assemblée nationale. Mais qu'on arrête de nous raconter du n'importe quoi, dire qu'on n'a pas des moyens, on n'a pas des ceci. Mais non, les élections se préparent bien en amont. Ça ne se prépare pas... un mois avant, comme l'a fait M. Nanga. Mais c'est une honte. C'est une honte. Vous me disiez tout à l'heure que, évidemment, vous craignez peut-être que si c'était un candidat de l'opposition qui l'emportait, qu'au niveau de la validation par la Cour constitutionnelle de votre pays, en fonction des recours qui pourraient être introduits, vous craignez peut-être que la Cour ne prenne des décisions qui n'aillent à l'encontre. Je vais vous donner un scénario qui peut justifier, par exemple, on est vraiment dans la fiction, qui peut justifier, par exemple, une décision d'annulation, un peu comme ce que nous avons vu au Kenya, par exemple. Alors, on pourrait applaudir la Cour constitutionnelle de votre pays pour cela, pour cela. Imaginez que la Cour nous explique que, en plus de tout ce que nous avons vu, de l'organisation chaotique des élections, le fait d'avoir privé des électeurs, plus d'1 million d'électeurs de vote le jour du scrutin, les électeurs du Kivu et de Béni, on doit annuler les élections. Et par rapport à ça, voilà justement, c'est vous qui parlez de l'organisation chaotique. Mais moi je dirais que ça, c'est vraiment un chaos organisé par le pouvoir. Attendez, comment on peut priver une partie du territoire des élections? On donne comme raison l'insécurité, Ebola, mais symboliquement, ils sont allés voter. On n'a pas entendu quelqu'un dire que voilà, là-bas, il y a une épidémie d'Ebola parce qu'ils sont allés voter, même symboliquement. Ils ont fait ça. Donc ça, c'est voulu et entretenu. C'est qu'on va vivre. Parce qu'il y a plusieurs hypothèses. Et entre cette hypothèse-là d'annulation, c'est un scénario qui est prévu aussi par le pouvoir. Donc il faut attendre. On attendra, c'est un scénario. Vous travaillez dans les officines du pouvoir? Non, je ne travaille pas dans les officines, mais je suis journaliste. Je suis journaliste et vous le savez, Ahmed, comme moi, qu'on est à l'affût des informations, on sait ce qui se passe. Je ne parle pas des fake news, mais je parle... On recoupe les informations, on ne prend pas tout, surtout pas. Mais on essaie de voir comment ça se passe. Et savoir lire ce qui s'écrit et ce qui s'est dit. On sait par rapport à tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'écrit. Et on a, aujourd'hui, avec Dieu merci, on a l'Internet. On sait tout ce qui se passe
tous les jours dans tous les pays. Donc, ne pas faire mon travail des journalistes, d'analyser les faits, de voir ce qui se passe, de mettre des hypothèses. Je ne suis pas journaliste. Le scénario que je vous ai présenté, est-ce qu'il est plausible? Le scénario d'une annulation pour avoir privé une partie des Congolais c'est une possibilité. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est une possibilité, tout à fait. Cela nous entraînerait dans une énième transition. Voilà, encore le glissement et Kabila sera toujours au pouvoir parce que ça, il faut que vous mettiez en tête... Enfin, je ne dirais pas que ça n'engage que moi, tout le monde le sait, mais en parlant, ça m'engage moi. Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. Mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Mais sinon, il serait parti déjà il y a 2 ans. Pourquoi vous lui faites toujours à votre président? Je ne dis pas vous spécialement, mais la plupart des gens que j'entends, pourquoi vous lui faites un procès en sorcellerie? Ce président nous a dit, je ne me présenterai pas. Il a tenu parole. Mais je ne me présenterai pas parce qu'il y a eu des pressions. Il y a eu la pression de la diaspora. Et là, coup de chapeau à cette diaspora, au combat que la diaspora a mené depuis des années et à la pression internationale. C'est ça. Et même pas la pression intérieure, c'est surtout, et même pas les partis politiques, les partis d'opposition. C'est la diaspora et la communauté internationale qui ont mené justement cette lutte pour que l'autre ne puisse pas se représenter. Voilà la vérité. Tiens, parlons de la communauté internationale. Est-ce que vous pensez que la fameuse communauté internationale, qui n'a pas financé cette élection, disons-le, a un droit de regard sur ce qui se passe dans votre pays? Mais comme vous le savez, ces pays ont toujours un droit de regard partout. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas parce que c'est la République démocratique du Congo. On a vu ce qui se passe au Gabon. Et la communauté internationale a eu son mot à dire. Et c'est partout. Ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est pas nouveau. Et donc, on va résumer notre pensée avant de conclure donc cet entretien. On est bien d'accord que ni vous ni moi, à l'heure où nous nous parlons, nous ne connaissons pas la date à laquelle la Commission électorale nationale indépendante va proclamer ne serait-ce que les résultats provisoires avant une éventuelle validation par la Cour constitutionnelle. Non, personne ne connaît la date. Il y aura donc une incidence forcément sur la date de passation de pouvoir entre le président élu et le président Kabila. Tout à fait. Et du coup, nous serons dans une mini-transition, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on sera dans cette mini-transition. Justement, c'est ça, moi, personnellement. Franchement, je crains que cela arrive. Je ne veux pas penser que cela arrive. Voilà. Je veux penser que cela arrive parce qu'il faut quand même tourner cette page. Je veux dire la vérité. Je suis congolais. Vous êtes fatigué. Je suis congolais. Non seulement nous sommes fatigués, mais le peuple congolais a tant souffert quand même, ce peuple-là. Et quand vous l'avez au téléphone, ce peuple, qu'est-ce qu'il vous dit? Quand vous appelez le pays tous les jours, que vous dites ceux qui sont là-bas? Tout le monde est lassé de ce pouvoir. Mais je n'ai même pas besoin de téléphoner. Il faut simplement regarder les images. Les images parlent d'elles-mêmes. Que ce peuple-là est fatigué de ce pouvoir, de ces systèmes. Ce n'est pas Kabila en tant que personne, parce que Kabila est là, c'est lui le président de la République. C'est pourquoi on parle de Kabila. Mais il y a tout un système. Autour de voilà, c'est ce système-là qu'il faut mettre dehors. Et puis que le peuple congolais respire, que le peuple congolais vit normalement, que le peuple congolais aille à l'école, que le peuple congolais travaille, que le peuple congolais développe son pays, qu'il se mette à travailler. On a perdu assez de temps avec ce régime. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le peuple est fatigué. Mais quand est-ce que ces Congolais qui soutiennent Kabila, quand est-ce qu'ils comprendront que ce peuple-là veut vivre sa vie normalement? Ils font partie du peuple et ils ont le droit de choisir de soutenir Kabila. Vous le savez, ça aussi. Ils ont le droit de soutenir Kabila, mais ils ont aussi le droit de penser à ce peuple qui souffre tant, qui n'a rien à manger, qui ne va pas à l'école et qui n'est pas payé. Il y a pas mal de problèmes qui font que ce peuple-là est lassé. Alors, il est lassé. Donc, il est temps que cela change. Je ne le souhaite pas à votre pays. Et si jamais, comme nous le ressentons ici dans les médias occidentaux, nous nous acheminons probablement vers une éventuelle, je prends beaucoup de précautions, vous le voyez, vers une crise post-électorale, quelles seraient les incidences de cette crise post-électorale, d'abord sur votre pays et sur la sous-région? Effectivement, on risque de vivre une crise grave. Une crise, déjà au niveau du Congo, du pays lui-même. On risque d'assister à
à une guerre civile. À une guerre fort, civile. ça, quand même. À une guerre civile. Et ça, il ne faut même pas y penser, quoi. Oui, il faut à avoir une guerre civile. Et ça risque justement, par rapport à la sous-région, par rapport surtout le pays frontalier du Congo, nous risquons d'assister à de guerres à ne pas en terminer. C'est ça le problème. Donc, il faut que... C'est pourquoi, je vous dirais, Ahmed, il faut qu'on proclame la vérité des urnes pour calmer tous les esprits. Les esprits des Congolais, du peuple congolais, et celui même de nos voisins et d'autres. Dire, voilà, moi, Corneille Nangaa, je suis franc. C'est telle personne qui a gagné les élections et les éléments de preuve sont là. Voilà. Mais s'il a raison, on dira bravo. Mais si, par malheur, il fait passer quelqu'un qui n'a pas gagné ces élections, mais parce que il subit la pression de quiconque, et je crains. L'avenir est sombre. Tant qu'on n'aura pas proclamé ces résultats-là, tant qu'on n'aura pas franchement proclamé la vérité, alors je tiens à préciser la vérité des urnes, que la vérité, qu'on dise la vérité, rien que la vérité, on part pour une guerre civile. Ah, je suis inquiet pour ça. Vous êtes inquiet. Et je crains justement, ce scénario-là me fait peur. Vous dites qui me fait peur. Il y va de la paix de votre pays, il y va de la paix de la sous-région et même de la paix du continent tout entier. Du continent entier. Vous voyez la forme du Congo, comme disait Frantz Fanon, la forme des revolvers dont la gâchette se trouve en République démocratique du Congo. En Afrique centrale. Robert Congo, merci. Merci à vous. Infiniment. Journaliste, correspondant en France du quotidien Le Potentiel. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci. Explorer les pistes qui sont devant nous dans ce qui ressemble à une mini-crise après la présidentielle du 30 décembre dernier. On attend toujours les résultats et on analysera les résultats lorsqu'ils seront donnés par le seul organe chargé de publier officiellement les résultats, la Commission électorale nationale indépendante. Merci infiniment d'être venu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.